Voilà, monseigneur et tous et toutes, je vais rentrer dans le sujet directement parce qu'en fait, on a quand même pas mal de diapositives aujourd'hui et je commence le sujet en présentant un petit peu une présentation générale. On n'entend pas ici, comme ça je dois parler plus propre. Ok, ça va. Je vais faire une présentation générale du SUER. Comme ça, oui. D'accord. Alors, le SUER apparaît comme l'image d'un homme qui a été crucifié, une image donc frontale et dorsale, et on a l'impression que ce SUER qui mesure 4 mètres par 1 mètre possède une inscription extraordinaire d'un cadavre et qui donne en fait une sorte d'image roussie. En fait, ici, le contraste est beaucoup plus grand que ce que l'on voit en réalité. Si vous allez à Turin pour voir le SUER, vous verrez que c'est très, très diffus. C'est plus difficile à voir que ce qu'on voit là. Mais enfin, la photographie permet de faire des contrastes plus visibles. Et c'est une énigme pour la science moderne. Certains y voient le linceul de Jésus de Nazareth. C'est évident, parce que ce que l'on voit là, c'est justement ce qui est écrit dans les évangiles. Et puis, donc, on y voit aussi une sorte, certains y voient le témoignage de sa passion, de sa mort et même de sa résurrection, hein, comme nous allons voir ici. En plus, il y a une image négative, qui est en fait celle qui a réveillé l'intérêt pour le SUER, superficielle, j'expliquerai cela plus tard, et transparente. En même temps, on a observé une image tridimensionnelle, et donc on voit un relief de corps humain. Il y a comme un codage du relief du corps qui se trouve dans l'image. Et c'est une image qui est impossible à reproduire. Beaucoup de tentatives ont été faites pour la reproduire. On a pu reproduire plus ou moins l'apparence du visage par des techniques donc, qui étaient moyenâgeuses ou autres, mais on n'a pas parvenu à reproduire le corps de dos et de front. Et c'est une image unique dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre SUER qui présente de telles caractéristiques. On ne connaît pas historiquement un processus naturel qui aurait produit une image similaire dans tous les morts de l'histoire. Donc c'est aussi quelque chose qui interroge. Pourquoi ce linceul et pas d'autres linceuls? On n'a pas des images similaires sur d'autres linceuls. Je vais parler un tout petit peu brièvement de l'histoire. Je ne suis pas un historien, mais on pourrait diviser en fait l'histoire du SUER en 3 périodes. Bon, la période reconnue qui va depuis Lirey jusqu'à nos jours, en passant donc par Turin également, et alors une histoire hypothétique qui est celle du Mandylion, c'est-à-dire un coffret qui contenait un linceul et une représentation qu'on appelait le Mandylion de la crucifixion et du corps du Seigneur, et qui se trouvait à Constantinople. Alors, en fait, l'histoire est incertaine avant jusqu'à 1353. Il y a plusieurs SUER qui ont existé. En fait, on a par exemple le SUER de Compiègne, qui est en fait une copie qui a été détruite en 1848. Le SUER de Besançon est aussi une copie de 1520, probablement une copie du SUER de Turin, qui a été détruite à la Révolution française. Le SUER de Lierre en Belgique, qui est toujours visible, qui est en fait manifestement une peinture en format 1/4, donc l'échelle 1/4, et qui montre en fait le SUER avant un incendie qui a détruit une partie importante du SUER. Donc c'est intéressant aussi au niveau historique pour voir comment se situait le corps de front et de dos avant les parties qui ont été détruites par l'incendie. Et il existe aussi beaucoup d'autres topies, mais en fait le linceul en tant que tel n'est pas copié. C'est-à-dire, en tant que tel, je veux dire, on n'a pas une image similaire de ce qu'on voit sur le SUER, comme nous allons le voir aussi. Est-ce copiable d'ailleurs? Parce que beaucoup de gens pensent que ce n'est pas copiable. Purement et simplement, comme on le voit, il y a beaucoup de caractéristiques
un peu spécial. Je vais faire brièvement ici pour aller un peu plus vite, parce que, comme il y a beaucoup de dias, simplement, dans l'histoire qui va depuis l'an 33, ou l'an 30 à peu près, donc la période de la mise au tombeau du Seigneur, jusqu'à la 4e croisade à Constantinople, on a une certaine histoire qui est racontée là, et puis de la 4e croisade, donc du sac de Constantinople par les chrétiens catholiques, eh bien, on a la disparition du Mandylion, et il y a plusieurs hypothèses qui ont été faites. Il y a en fait un trou de 150 ans entre la disparition du Mandylion en 1204-1205 et son apparition à Lirey en France, une paroisse, une nouvelle paroisse, une nouvelle église qui vient d'être construite par un noble, Geoffroy de Charny, et qui a mis dedans ce suaire qui est aujourd'hui à Turin. Donc depuis 1353 jusqu'à nos jours, nous avons une histoire pratiquement certifiée. Mais avant 1353, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Donc tout ne sont qu'hypothèses. Était-ce le Mandylion? Était-ce le linceul qui était dans le coffret du Mandylion? Bon, tout ça sont des hypothèses. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en 1190, comme vous le voyez ici, peut-être, je vais montrer, je ne sais pas si ceci... Ici, comme vous voyez ici, en 1190, il y a une miniature qui a été faite dans un codex qui a été retrouvé plus tard par un certain jésuite qui s'appelait Prey. Et Prey on appelle pour ça le codex de Prey, qui se trouve à Budapest, si je ne me trompe. Et ce codex de Prey a une enluminure qui représente, comme vous le voyez ici, l'ensevelissement du Christ au tombeau. On voit un ange qui montre aux saintes femmes un suaire qui possède plusieurs caractéristiques que l'on retrouve sur le suaire de Turin. Ce qui est intéressant, c'est que cette enluminure a été faite avant la disparition du Mandylion. Donc, ce qui veut dire que ce qu'on voit ici, c'est en fait quelqu'un qui s'est inspiré de ce qu'il a vu sur le Mandylion. J'expliquerai un peu plus tard cela. Donc, reprenons un peu le cours de l'histoire ici, et nous voyons que plusieurs hypothèses ont été écrites, entre autres celle Plusieurs hypothèses ont été écrites, entre autres celle qui est reprise dans un livre récent de Jean-Christian Petit-Fils sur l'histoire possible dans le trou de 150 ans entre le Mandylion et Lirey en France. Alors là, il semble qu'un certain diacre impérial aurait écrit, pour dire qu'aussi le Mandylion ou le linceul qui était dans le Mandylion était celui du Christ. Bon, on a donc des témoignages de personnes très proches du sac de Constantinople et qui parlent du linceul du Christ contenu là, lorsqu'un diacre parle d'une tentative de coup d'État de Jean Comnène à Constantinople. Il invoque justement le fait qu'il y a des linges sacrés qu'on ne peut pas violer sans se mettre contre Dieu, en quelque sorte. Il y a un point d'argument de choc. Ne rentrez pas et ne faites pas ici de sac de cette ville pour respecter les linges sacrés qui sont là. Entre autres, il cite le linceul du Christ. Bon, il y a également un référendaire Grégoire qui, lors du transfert de Édesse à Constantinople, parce qu'avant Constantinople, le linceul se trouvait, selon la tradition, à Édesse. Édesse est une des villes que vous voyez ici, en Turquie actuellement, en Asie mineure. Et donc, là, on parle d'un Mandylion lors de le transfert qui a eu lieu le 16 août 944. Eh bien, on parle d'un grand drap replié sur lequel se trouve l'empreinte du Christ due à la sueur. Donc, il suppose que l'empreinte a été faite par la sueur du corps du Christ au moment de son ensevelissement au tombeau, et que cela aurait imprimé l'image. C'est intéressant. Donc le livre dont je vous parlais se trouve ici. Donc vous voyez le Saint-Suaire de Turin par Jean-Christian Petit-Fils ici.
Selon Petit-Fils, le transfert en 1247 de 22 reliques de la Passion, essentiellement en France, à la demande de Saint Louis IX, roi de France, parmi lesquels se trouvait un linceul mortuaire du Christ, qui s'appelait la Sanctam Tuellam, est encore présente en 1335 en France. Mais elle disparaît de l'inventaire en 1534. Et donc il y a quelque chose qui s'est passé entre ces deux dates. Donc on a l'impression que le suaire est effectivement retrouvé en France. Est-ce le suaire ou un linceul, mais en tout cas sur lequel se trouve imprimé le corps du Christ. 12 ans plus tard, donc après 1335, en 1353, le suaire actuel de Turin se trouve à Lirey, et c'est là qu'il apparaît dans l'histoire. Alors, bon, je vais pâcher un peu sur toutes les choses. Donc, Geoffroy de Charny, comment l'aurait-il eu? Sur sa tombe, il a fait imprimer, comme vous le voyez ici, justement une représentation du suaire sur une pièce en plomb éteint, où on voit le corps du Christ, donc tête bêche, si l'on peut dire, donc corps de face et de dos. C'est sur donc son tombeau en réalité. L'évêque Pierre d'Arcy s'est opposé à l'ostension de ce suaire qui apparaissait comme ça dans une paroisse, dans une nouvelle église qui avait été construite justement par la famille de Charny, et qu'il a mis là-dedans ce suaire. Il y a eu une ostension qui a été permise après par le pape Clément VI a demandé que l'évêque n'interdise pas cela dans son diocèse. Mais il n'a pas parlé de reliques comme il avait parlé auparavant, mais d'icônes. Donc, ce qui veut dire que pour lui, ce n'était pas nécessairement appuyer le fait que c'était une relique qui venait du Christ, mais que c'était une représentation. Ça pouvait être une peinture aussi éventuellement, mais que ce n'était pas nécessaire de s'opposer aux fidèles, selon le pape, qui voulaient vénérer cette icône ou cette relique. Bon, je passe là-dessus, simplement que le tissu va être vendu à la famille de Savoie. Et là, certains même parlent de ce que Marguerite de Charny a fait une vente d'un objet sacré, et comme vous le savez, ça c'est une simonie, ce n'est pas bon. Et donc, mais donc, à part cela, on peut se dire qu'à partir de là, le suaire passe dans la famille de Savoie. La famille de Savoie va le placer tout près à Chambéry, là où ils habitent. Et puis, lorsqu'il y a un incendie qui va apparaître en 1532, qui va en fait endommager assez fort le tissu. Vous voyez ici la généalogie de la famille de Geoffroy de Charny, chevalier du Saint-Sépulcre. Donc, ici, nous voyons de plus près une comparaison entre l'effigie sur le plomb et ce que l'on voit sur le suaire de Turin. Puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu essentiellement rien de spécial, sauf que la famille de Savoie s'est déplacée de Chambéry à Turin, et elles ont déplacé aussi le suaire à Turin. Là, il est resté là, il a eu des ostensions, il y a eu pas mal de choses qui sont arrivées, bien entendu, mais qui étaient secondaires. Jusqu'en 1898, où il est photographié pour la première fois par Secondo Pia, un avocat qui était passionné de photographie. Et c'est là qu'on voit qu'il y a le négatif, puisque la photographie, à cette époque-là, ne prenait pas des photos directement en positif, mais passait par un négatif, et qu'il fallait, pour obtenir le positif, faire un négatif de négatif. On passait par un négatif, mais avec des plaques assez grandes. Il a regardé la plaque par transparence et il a vu un visage qui était beaucoup plus parlant que ce que l'on voyait sur le suaire. Donc ça l'a vraiment impressionné, ce qu'on voit ici sur le côté. Bon, il y a aussi, ce que je voudrais dire, c'est que beaucoup d'hommes d'Église pensaient, et pensent encore aussi d'ailleurs, que c'est un faux. Et il était considéré comme un faux
par la plupart des intellectuels catholiques, depuis les évêques de Lirey, au XVe siècle, jusqu'à l'encyclopédie catholique du début du XXe siècle, où j'ai reproduit ici derrière un article qui est visible sur Internet en anglais, qui reprend l'encyclopédie de 1912. On parle de là d'un faux qui est une peinture ou impression du Moyen-Âge. Alors, la photo éveille l'intérêt scientifique. Et donc, on passe d'une sorte de linge qui est vénéré par la piété populaire à une analyse scientifique. Il y a un éveil scientifique. Donc, ce n'est pas l'Église qui a voulu, disons, faire apparaître ce linceul au niveau scientifique. C'est la science elle-même qui, en faisant une photo par négatif, a dit, mais comment est-ce que c'est possible qu'un peintre ait pu penser à faire un négatif? On ne peint pas en négatif, on peint en positif. Aucun peintre n'a jamais peint en négatif. Donc c'était le problème. Et ça a éveillé automatiquement l'intérêt scientifique pour comment s'est formée l'image, comment est-ce un négatif, et voilà. Alors, il y a bien entendu l'art qui a été inspiré, je vais passer un peu sur cela. Entre autres, ici, on voit au VIe siècle, 7e siècle, au début du 7e siècle, sur justement une ombrelle qui servait à protéger le pape lorsqu'il passait au soleil ou quoi. Et il y avait des dessins, entre autres. Et il y a un dessin qu'on a retrouvé sur une de ces ombrelles du 7e siècle qui représente le Christ en position comme sur le suaire, ici en bas. Je ne sais pas si on voit ici, voilà, ici en bas, position comme sur le suaire. Ensuite, il y a aussi des pièces de monnaie qui ont été frappées où on voit le Christ qui possède un pied, le pied à 90 degrés. C'est pas normal. En fait, ça pourrait correspondre à une mauvaise lecture du pied sur le suaire, où on voit une tache de sang, qui ici, voilà, comment est-ce que je passe ici, évidemment. Voilà, ici, sur le suaire, vous voyez la tache de sang ici, pour donner l'impression qu'il y a un pied un peu dévié. Bon, il y a des signes comme ça aussi. Par exemple, sur une pièce de monnaie du XVIIe siècle également, on voit une disposition de la figure du Christ sur une tapée et on voit des ressemblances avec donc la dissymétrie sur la chevelure du même côté, également la tache sur les mèches sur le front, les yeux un peu plus ouverts, la pommette comme gonflée. Donc vous voyez, il y a et aussi en bas la chemise. Donc on voit qu'il y a toute une série de petites caractéristiques qui ont l'air d'être prises du suaire, du Mendélion probablement à cette époque, bien entendu. Alors également, on voit une structure un peu spéciale sur le front, ici, je ne sais pas si vous voyez, ici, donc je la remarque pour la faire remarquer plus facilement. Il y a une structure un peu spéciale qui vient probablement de ce qu'on a inscrit des choses sur le suaire. Donc, il y a eu des inscriptions ou des dessins qui ont été faits. On ne sait pas très bien ce qu'il y avait, mais en tout cas, il y a cet aspect-là. Ce qui remarque, en fait, dans toutes les icônes qui sont apparues après le VIe siècle, on remarque une structure similaire sur le front de toutes les icônes. Le Christ, avant ces icônes, portait des cheveux courts à la romaine. Et c'est à partir de ces icônes-là qu'on voit un Christ qui ressemble plus à ce qu'on voit sur le suaire, au moment où il apparaîtrait à Édesse, justement. Avec également les structures sur le front en V, qui n'est pas une structure courante pour l'être humain, et qu'on retrouve sur pratiquement tout. Donc, vous voyez là, du côté gauche, une représentation du Christ antérieur à Édesse, et sur les autres, vous voyez toutes les icônes ce que l'on voit aussi dans ces fameuses églises, eh bien, qui représentent en fait le Christ. Pour parler un petit peu de cet aspect donc, du Codex de Pré, voici ce qu'on voit sur le Codex de Pré et ce qu'on voit sur le suaire. Alors, une première chose que l'on peut remarquer ici, c'est
la structure en arête de poisson, qui est le modèle de tissage qui a été employé pour le tissu que l'on voit actuellement. C'est un système donc, dans lequel les fibres de lin, les fils de lin sont tissés avec une trame 3-1 en arête de poisson. Voici ce que l'on voit sur le suaire et voici comment on le représente ici. On dirait que quelqu'un a remarqué ces structures grossières dans le tissage. Deuxième chose que l'on remarque, c'est les trous qui se trouvent ici. Vous voyez les trous qui se trouvent là, que l'on retrouve donc sur l'enluminure du Codex de Pré et que l'on retrouve également sur le suaire. Le suaire, en fait, a probablement été vénéré. On l'a mis peut-être sur un autel, c'est comme ça qu'on explique ces trous que l'on voit là. Et un charbon, en cognant l'encensoir ou quoi, eh bien, un charbon est tombé sur le suaire. Et alors on a voulu le chasser, mais il a fait plusieurs trous sur le suaire, qui étaient justement pliés à ce moment-là, ce qui fait que les trous ont percé. On sait qu'il était plié en 4, puisqu'on voit la structure des trous. Par exemple, en bas, on voit plus de trous en bas, ce qui signifie que c'était plus proche. Donc il était probablement avec le dos au-dessus. On avait plié le tissu en 4 et on l'avait mis avec le dos au-dessus. C'est là qu'il y a les trous les plus importants, que l'on remarque aussi sur l'enluminure ici, qui serait en fait celle du Mandylion, puisque c'est avant, cette enluminure est antérieure au sac de Constantinople. Donc ceci met en doute la datation en carbone 14, parce que certains disent, si on voit ces trous et si on voit toutes ces structures, une autre chose que l'on remarque, c'est que la personne qui a fait l'enluminure a mis plein de petites croix sur la partie dorsale. Et or, quand on regarde la flagellation, les traces de la flagellation sur le dos du Christ, on voit une flagellation croisée, comme si deux personnes avaient flagellé, chacun un à droite, l'autre à gauche, ou une personne avait commencé à flageller à droite et puis à gauche, de façon à faire des structures croisées de plaies sur le dos. Ce qui donne en fait l'impression qu'il y a des petites croix sur le dos. Et c'est ainsi qu'on retrouve des croix en dessous sur l'enluminure. Vous voyez, enfin, ce sont des petits détails que les gens, en analysant, se sont dit, tiens, c'est un peu étonnant que l'on retrouve tous ces détails que l'on voit justement sur le suaire de Turin et qui sont de la fin du XIIe siècle. Avant la fin du XIIe siècle, donc, tout ça. Alors, ici, ce sont les flagrums romains qui ont été utilisés, qui ont utilisé à l'époque plutôt. On remarque aussi une mèche ou une tresse de cheveux relativement lisse sur le dos de la tête au dos. Je passe la parole maintenant à Philippe Boxeau, qui va venir vous parler de l'analyse légale. Aujourd'hui, vous avez une conférence à deux voix. L'un est croyant, l'autre est athée, et je vous laisse deviner qui est qui. Alors, dans mon chef, je compte m'en tenir à des éléments strictement objectifs et à vous présenter les choses telles que la science les présente, sans plus, sans me prononcer plus avant. J'estime que le reste est un acte de foi que certains d'entre vous peuvent faire parce qu'ils y croient et que d'autres d'entre vous ne voudront pas faire parce qu'ils n'y croient pas. Et aujourd'hui, l'état de la science ne permet de toute façon pas de conclure de façon définitive. Donc là, je vous donne déjà la solution de la conférence. Bonne soirée. En 1898, un avocat, et il fallait bien que ça vienne d'un avocat, et j'ai beaucoup d'amis avocats qui aujourd'hui déjà me détestent, il fallait bien que ça vienne d'un avocat, il a pris la toute première photographie. Je ne sais pas si vous savez, mais la photographie judiciaire est apparue en 1870. Et à partir de 1870, on a commencé à utiliser la photographie dans les procès, à utiliser la photographie lors des meurtres et des descentes criminelles. Donc la photographie est quelque chose qui est bien connu.
Elle n'appartient pas encore au commun, n'appartient pas encore à tout le monde, mais elle peut appartenir à des gens qui ont les moyens, effectivement, de l'utiliser. Et M. Segundo Pia fait partie de ces gens. Vous l'avez ici en bas à droite. Segundo Pia a pris avec l'appareil photo que vous avez en haut à gauche, et c'est bien celui-là. Et si vous allez un jour à Turin, eh bien je vous engage à aller voir le musée du Suaire de Turin. D'abord, les gens qui vont vous accueillir sont très agréables. Ils parlent à peu près toutes les langues, donc si vous ne savez pas parler une autre langue que le français, pas de problème. Et ils vous présenteront un film dans votre langue qui vous présente le musée avant que vous n'accédiez au musée. Vous y verrez d'ailleurs cet appareil photo. Vous y verrez aussi le maître-autel que je vous présente là, mais le Suaire n'est aujourd'hui plus dans le cadre tel qu'il était à l'époque. Ça, c'est la photographie que Segundo Pia a prise. Quel fut son étonnement lorsqu'il a vu qu'en fait, le Suaire était fait pour être vu non pas en positif, mais en négatif. À tel point qu'il est apparu évident à tout le monde qu'en fait, on le voyait en négatif et que le négatif photographique était en fait le positif vrai de l'image. Ce que, comme l'a dit l'abbé Daller, n'avait jamais été fait ni même entrevu jusqu'alors. Segundo Pia s'est fait vouer aux gémonies. On a dit qu'il avait trafiqué. Un biochimiste français est venu spécialement de Paris jusqu'à Turin pour évaluer les produits qu'il avait utilisés pour révéler la photo. Et il a démontré que les produits qu'il avait utilisés pour réaliser la photographie étaient des produits corrects, ceux dont se servait dans la photographie à l'époque et dont on s'est encore servi bien tardivement, aussi longtemps que la photographie numérique n'a pas pris le pas sur la photographie argentique. Donc il n'y avait pas de souci. Et néanmoins, il a été traîné dans la boue. Il en a terriblement souffert jusqu'à ce qu'il soit lavé. On y reviendra plus tard. Néanmoins, il arrive à produire cette image avec en bas le négatif, en haut le positif, qui révèle à tout le monde l'image d'un corps supplicié tel que le Christ l'a été en son temps, selon la lecture des évangiles. Eh bien, cette image-là a fait le tour du monde, et cette image-là a fait connaître le Suaire de Turin plus que quelque autre image jusqu'alors. Il était globalement ignoré de la population. D'abord, on ne se déplaçait pas comme aujourd'hui. Ensuite, évidemment, les moyens de communication n'étaient pas non plus ceux qui sont aujourd'hui. La photographie naissait à peine, mais cette image-ci a été l'une des photographies les plus diffusées à travers le monde entier à partir du moment où elle a été produite. Et nous sommes seulement un peu plus de 28 ans, après que la photographie ait véritablement pris ses marques. L'image est très visible de face, elle l'est également de dos. Vous voyez un visage sur le linceul qui a été pris en photo encore plus tard par Giuseppe Enrie. Nous sommes en 1931. Et en 1931, eh bien, la photographie était passée dans l'air du temps. On ne se posait plus de questions. Tout le monde était habitué à voir des négatifs photographiques. Ça ne posait plus question. Et donc, Segundo Pia a été lavé de tous les soupçons qui pesaient sur lui. Il avait à peu près 70 ans. Il est mort quelques années après, mais il a eu au moins la satisfaction de bénéficier d'un non-lieu. Des photos couleurs ont été prises en 2000. Il y a eu ensuite, plus tard, une caméra utilisée par la NASA pour photographier la surface de Mars, qui a été également utilisée sur le linceul et qui permet de voir d'infimes détails pour tout le monde. Il y a un site qui s'appelle Syndonia. Vous pouvez aller voir et vous verrez les détails que cette caméra permet d'observer à tous les états du linceul, à tous les endroits du linceul. C'est véritablement quelque chose de phénoménal. Aujourd'hui, le linceul est à la portée de tout le monde. Aller le voir à Turin, c'est une chose qui marque. J'y suis allé en 2010, j'ai vu le linceul de tout près. De tout près, je peux vous dire qu'on ne voit rien, à part le linceul, mais on ne voit pas l'image. Pour la voir, il faut être à plusieurs mètres. Et il vaut mieux être dans l'église où elle était laissée à l'adoration des fidèles et où l'entrée était parfaitement libre, il n'y avait strictement rien à payer. Sur la table du médecin légiste, c'est-à-dire sur celle que je connais le mieux, à savoir la mienne, je vous propose de l'envisager et de voir ce qu'il y a moyen de voir sur le corps. Mais avant ça, il faut que je vous explique comment on meurt sur une croix. Tout le monde sait que la crucifixion, c'est quelque chose d'horrible, mais personne ne sait exactement pourquoi. Eh bien, je vais vous l'expliquer.
La mort sur la croix est ce que nous appelons en médecine égale une asphyxie posturale, c'est-à-dire une asphyxie qui est engendrée par la posture du corps. Il en existe des tas, on peut en imaginer quantité, celle qui nous intéresse, c'est celle du Christ. Alors, je peux déjà vous dire que sur les crucifix que vous voyez dans les églises, il n'est pas cloué sur la bonne croix. Ce n'est pas une croix comme vous les connaissez, c'est une croix en T. Il y a deux parties à cette croix. Il y a un stipes. Le stipes, c'est la partie qui est plantée dans le sol. Et il y a l'autre partie qui est la partie horizontale qu'on appelle le patibulum. Et le patibulum, c'est la partie sur laquelle les mains sont clouées, et vous allez voir qu'elles ne sont pas clouées n'importe où, qui est hissée par les tortionnaires jusqu'en haut du stipes et fichée, plantée véritablement dans le stipes. Alors, il ne peut pas être cloué dans les mains. C'est une impossibilité totale. Un médecin a fait une chose qu'aujourd'hui je n'oserais jamais plus faire, mais c'était en 1950, et c'était à Paris. C'est un chirurgien. Il a pris des morts et il les a fait clouer par les mains sur une croix pour voir s'ils allaient tenir. La conclusion tombe sans appel, aucun des corps n'a jamais tenu sur une croix s'il est cloué dans une main. Et pour cause, dans la main, dans la paume de la main, il n'y a pas de tissu qui permette de maintenir le clou qui est planté. Donc nécessairement, à un moment donné, les mains vont se décrocher. Le corps va tourner autour de l'axe des pieds et c'est plutôt d'une fracture du crâne qu'il va mourir que véritablement sur la croix. Ça ne tient pas la route. Les Romains sont des gens pratiques. Ce supplice, ils sont allés le chercher en Macédoine. Et peut-être venait-il même de plus loin. Il pouvait venir d'Inde, on n'en est pas certain. Et ils plantaient les clous dans les poignets, dans un espace que l'on appelle l'espace de Desto. C'est un chirurgien qui a découvert cet espace. Et le chirurgien en question, qui avait déjà cloué des gens morts, évidemment, sur des morceaux de bois, a fait la même chose, mais cette fois-ci dans les poignets. Et à chaque fois qu'il plante le clou se dévie vers cet espace de Desto. Donc on peut penser qu'effectivement, c'est bien à cet endroit-là, dans ce fameux espace, que le clou a été planté. J'adore ce crucifix. C'est un crucifix qui a été attribué un peu tardivement, mais néanmoins à Michel-Ange, et que vous trouverez dans la Basilica del Santo Spirito à Florence. Vous pourrez le visiter moyennant une petite obole à remettre aux moines qui en gardent l'entrée. Il n'y a pas non plus là il faut que je le lise parce que c'est un mot que je n'arrive pas à retenir, de suppédaneum. Alors c'est quoi cette affaire-là? C'est le petit morceau de bois que vous voyez ici sur la croix et qui se trouve en dessous des pieds. C'est une invention. C'est une invention qui date du XIVe, XVe siècle, une invention d'artiste pour faire plus joli. Parce que sinon, vous devez clouer les pieds directement sur la croix, c'est-à-dire au contact de la croix. Et dans ce cas-là, vous avez un angle que font les genoux qui n'est pas beau sur un crucifix. Donc on a redressé, si vous voulez, l'axe des pieds pour redresser l'axe des genoux et faire en sorte que l'aspect soit plus joli, même si, objectivement, c'est quelque chose d'absolument atroce. Il s'agit quand même d'une torture, clairement. Voici un des cadavres qui a été accroché par mon confrère dans les années 1950. Et voici un crucifix tel qu'il devrait apparaître, avec les deux pieds bien cloués directement sur la croix, sans suppédaneum. Et vous voyez qu'il y a suppédaneum, oui, voilà, j'y arriverai un jour, et vous voyez que les genoux sont particulièrement fléchis. Donc sur la croix, il meurt d'une asphyxie posturale. C'est une asphyxie qui s'explique de la manière suivante. Quand vous êtes cloué sur la croix, ce que je ne souhaite à personne, vous devez tirer sur les bras pour pouvoir dégager les poumons, pour pouvoir respirer. En même temps, vous poussez sur les pieds. Dans la position où sont les pieds, vous ne tardez pas à avoir mal, très mal, à la fois aux pieds et aux poignets. À un moment donné, vous allez réduire les mouvements respiratoires parce qu'on s'épuise, et en réduisant les mouvements respiratoires, ce qui se produit, c'est que le CO2 que votre respiration doit dégager vers l'atmosphère ne l'est plus suffisamment, et que l'oxygène que votre respiration doit capter dans l'atmosphère pour servir aux cellules de notre organisme à fabriquer de l'énergie, eh bien, on ne le capte pas assez. Vous avez déjà tous connu une situation similaire. Vous avez déjà tous fait de la course à pied, un jour dans votre vie à tout le moins, et vous avez déjà tous eu une pointe au côté. Eh bien, c'est ça. La pointe au côté,
C'est le moment où vous n'avez plus suffisamment d'oxygène et qu'il y a trop de CO2. Et à ce moment-là, sans entrer dans les détails, notre organisme fournit une certaine substance qu'on appelle de l'acide lactique et qui est un véritable poison pour les cellules. Et c'est cet acide lactique, c'est cette accumulation d'acide lactique qui crée la douleur. Alors c'est une pointe au côté, nous on s'arrête. On est en dette d'oxygène, comme on dit. Ça veut dire qu'il faut qu'on rattrape la quantité d'oxygène qui manque. On est à l'arrêt, ça va aller. Vous respirez vite, votre cœur bat vite aussi, parce qu'il s'agit de faire circuler le sang très vite pour que l'oxygène arrive partout. Et puis, votre respiration va se calmer, votre cœur va se calmer, vous allez arrêter de transpirer, vous allez devenir moins rouge. Ça, c'est exactement ce qui se passerait si on avait descendu de la croix à ce moment-là. On n'a pas descendu de la croix. Il est donc entré dans ce que nous appelons en médecine une acidose respiratoire, c'est-à-dire un état où le sang acquiert un pH acide. Ceci est incompatible avec la survie, mais pas nécessairement à brève échéance. La survie peut être plus ou moins longue. Et donc, la personne qui est crucifiée, au fur et à mesure de son état et en fonction de son état de fatigue, en fonction de sa constitution, va pouvoir résister plus ou moins longtemps à cette carence d'oxygène, mais va voir se développer progressivement au cours du temps une crampe qui va affecter tout l'organisme, tout le corps. C'est la mort en acidose respiratoire. Ça fait un mal de chien, si vous me passez l'expression. Ça fait vraiment très mal, à telle enseigne d'ailleurs que les nazis, dans les camps de concentration, ont repris cette torture non pas en clouant sur la croix, mais en faisant mettre les juifs et autres détenus les mains vers le haut, attachés, tractés à 10 cm de haut, pas plus. Il suffit que les pieds ne touchent plus le sol. Et il se produit exactement la même chose par déficit ventilatoire. Voilà comment on meurt en croix, avec une position sur la croix qui est celle-là. Les deux pieds sont bien cloués sur la croix, directement sur la croix. Les clous sont bien dans les paumes des mains. Et le corps est parfaitement droit. Et pourquoi est-ce que la tête est parfaitement droite? Eh bien, à cause des raideurs musculaires, à cause des crampes. Il n'est pas possible, quand on est en état de crampe de cette manière-là, que la tête soit penchée à gauche ou à droite. Elle est forcément dans l'axe. C'est très important, tout ça, parce qu'on va revoir tout ça sur le suaire de Turin. Et puis, quant au Christ, l'évangéliste Jean nous décrit, arrivé à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort. En fait, Pilate a été un peu surpris que Jésus soit déjà décédé. Ce n'est pas habituel qu'on meurt si vite. Mais il faut dire aussi qu'il avait ramassé quelques coups de fouet avant, qu'il avait d'une certaine manière considérablement affaibli. Donc ce n'est pas étonnant qu'il meure vite quand même. Ils ne lui ont pas brisé les jambes, ce qui était leur habitude. On passait avec une grosse masse et on cassait les jambes. Les jambes, ce sont les tibias. De cette manière-là, plus question de pousser sur les jambes pour respirer, et la mort s'ensuivait dans les minutes qui arrivaient. Il le frappa d'un coup de lance, il le frappa au côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Qu'est-ce que je n'ai pas lu sur cette sortie de sang et d'eau? Les choses les plus stupides que j'ai lues, mais bon, voilà, c'est pardonnable évidemment, c'est que le sang sédimente dans le cœur. Bon, en post-mortem, c'est-à-dire une fois qu'on est mort, le sang n'est plus dans les capillaires, il n'est plus dans les artères, ça veut dire qu'il n'est plus dans le cœur gauche, il ne se trouve plus que dans le système veineux, c'est-à-dire dans le cœur droit, la partie droite du cœur. Et l'idée, c'était pour ces auteurs que dans la partie droite du cœur, le sang sédimentait. Ça veut dire que les parties les plus lourdes du sang étaient dans la partie basse du cœur et que la partie plasma, la partie liquide, celle qui est la plus légère, était dans la partie haute. Ce qui permettait d'expliquer que, pour eux, quand le cœur a été percé par la lance, eh bien, le sang est d'abord sorti et puis de l'eau, mais ça ne tient pas la route. J'ai autopsié pas loin de 4000 personnes. Je n'ai jamais vu, quel que soit l'état de putréfaction et quelle que soit l'évolution post-mortem, de sang qui sédimentait dans un corps. C'est une erreur fondamentale, c'est faux. Bon, il faut l'expliquer. Et en fait, l'explication tient à ceci. Le Christ a d'abord été flagellé. Et connaissant les Romains, ça peut être banal. Les coups que l'on reçoit de fouet occasionnent, et j'ai déjà eu plusieurs morts qui sont morts de cette manière-là, non pas avec des fouets, mais avec des manches de brosse, occasionnent au niveau du thorax non seulement des fractures de côte quand il s'agit de manches de brosse, quand il s'agit de fouet, les côtes ne cassent pas,
Ils ne sont pas assez forts, les fouets, mais les manches de brosse, oui. Mais ils occasionnent derrière des contusions du poumon, c'est-à-dire des blessures superficielles de la paroi du poumon. Le poumon ne saigne pas nécessairement, mais ce qui se produit, c'est un exudat plasmatique. Ça veut dire qu'il y a du plasma qui soigne à partir des lésions. C'est de l'eau pour l'évangéliste. On ne va pas lui en vouloir de ne pas avoir remarqué que ce n'était pas blanc, mais que c'était plutôt orangé. Il n'est pas médecin, le gars. Hein. Et puis c'est aujourd'hui qu'on sait ça. À l'époque, on ne savait pas. Donc c'est de l'eau, du plasma, qui s'est répandu dans la cavité pleurale. Et donc quand la lance traverse le corps, elle traverse d'abord la cavité pleurale, et puis elle va toucher le cœur. Il sort d'abord du sang, et de l'eau, c'est l'inverse. On ne va pas lui en vouloir non plus. Il sort d'abord de l'eau, et puis du sang. D'abord la cavité pleurale, et puis la cavité cardiaque. Alors, quant à l'homme du suaire, comme je l'appelle, les anthropologues ont déterminé qu'il s'agissait d'un homme, ça c'est bien vu, effectivement, qui mesurait 1,78 m, 1,81 m. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus sûr? Parce qu'il a les genoux fléchis. Intéressant, c'est les genoux fléchis. Et donc il fait entre 77 et 78 kg, 79 kg, ça on a des tables qui nous permettent de dire qu'à telle taille, on a plutôt tel poids qu'un autre, et environ 35 ans, c'est ainsi qu'ils l'ont déterminé. Et puis quant aux blessures, ça c'est ce qui m'intéresse le plus, évidemment, on voit qu'il y a des plaies du cuir chevelu, ce sont des plaies que nous qualifions en médecine légale de punctiformes, c'est-à-dire des plaies sous forme d'une pointe d'aiguille, si vous voulez, c'est très pointu, c'est très incisif, c'est très petit. Mais vous avez déjà tous eu aussi, j'en fais appel à votre expérience décidément, ce qu'on appelle en Liège un crin. Hein, donc une plaie crânienne. Voilà, tout le monde sait de quoi je parle, évidemment, on est à Liège. Donc cette plaie crânienne, vous avez vu aussi à quel point elle saigne. Le scalp est terriblement irrigué. Et donc une petite aiguille, quelle qu'elle soit, qui rentre dans la peau du scalp, fait nécessairement saigner et peut même faire saigner abondamment. Ce sont tous les petits points, les petites taches que vous voyez là. Les cheveux sont tout imprégnés de sang, le nez est cassé et dévié, et on voit qu'il y a encore dans le visage d'autres traumatismes. Voici le trauma qui touche la cage thoracique. On voit que la lance rentre du côté droit, et je crois qu'effectivement c'est bien à droite qu'elle rentre. L'évangéliste n'a pas dit si c'était gauche ou droit. Et dans les crucifix, parce que depuis le temps que ça m'intrigue, ça fait 20 ans minimum que je m'intéresse au suaire, donc pensez, à chaque fois que je vois un crucifix, je regarde s'il est percé à gauche ou à droite. Et ben, la plupart du temps, il est à droite. Nous en trouvons quelques-uns qui sont percés à gauche. Mais à gauche, malheureusement, le saignement aurait été vraiment très peu abondant. Or, ici, sur le suaire, il y a une chose très intéressante. C'est que, vous voyez là, à cet endroit, si la flèche arrive, là voilà, à cet endroit-ci, vous voyez la plaie qu'il y a là? Cette plaie a un bord net. On voit la flèche ou pas? Ah non. Ouais, bah, je me montre ça à moi, c'est pas grave. Vous voyez la plaie, ici? Hein? Oh, génial, comme à l'école. Merci. Si, ça me rappelle des choses, ça. Mais d'habitude, c'est sur mes fesses que ça tombait, cette affaire-là. La plaie, donc, a des bords nets, des bords qui sont comme coupés au couteau, et c'est le cas de le dire, parce que, objectivement, l'objet qui a servi se rapproche plutôt d'un couteau que d'autre chose. C'est une lance, une pointe de lance, ça se rapproche d'un couteau. Il y a une issue de substance. Cette substance que vous voyez là, cet écoulement, a été analysé. C'est-à-dire qu'on a fait des prélèvements. Et on a constaté qu'il contenait du sang, des globules rouges, mais pas beaucoup, qu'il contenait beaucoup de plasma, beaucoup de bilirubine. La bilirubine, c'est une substance que produit le foie, notamment lors d'états de stress très importants. Et ici, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est dans un état de stress très important. En clair, cette plaie, si elle est fausse, le faussaire est génial. Parce qu'il est allé chercher pour mettre dans la plaie exactement ce qu'il fallait. Du plasma, très peu de sang, et de la bilirubine. Aujourd'hui, on le sait. Au Moyen-Âge, pas. Continuons. Voici les clous qui sont plantés dans les poignets, dans les paumes, bonjour Boxo. Ici, c'est bien les poignets, et regardez les traces de sang, les écoulements de sang qui se font le long des bras. Ils ne sont pas symétriques.
On a l'impression que le bras gauche était plus élevé, plus à la verticale, que le bras droit qui était plus oblique à cause des écoulements. Il n'y a pas de symétrie dans la façon dont le corps a été crucifié, pour être très clair. À l'arrière du crâne, on retrouve les hémorragies punctiformes dont je vous parlais. Et dans le dos, on trouve des lésions qui correspondent à des coups de fouet. Et les fouets que je vous montre là sont des photos que j'ai prises au musée du linceul à Turin et qui vous montrent le type de fouet qu'utilisaient les Romains. Ce sont des fouets munis de lanières en cuir, terminés par de petites haltères en métal. Et ces petites haltères en métal frappent la peau qu'elles arrachent au fur et à mesure qu'il y a des coups. Alors regardez, c'est vraiment très intéressant, regardez le dos. Et regardez le dos dans sa partie gauche. Et vous allez voir que dans la partie gauche, il y a énormément de coups. Regardez dans la partie droite, ils sont moins nombreux. Et regardez autre chose, c'est l'inclinaison des coups à gauche et à droite. Les coups à gauche sont plus inclinés que les coups à droite. Ça veut dire que le flagelleur qui était à gauche était plus grand que le flagelleur qui était à droite. Et d'ailleurs, celui qui était à droite, regardez les jambes, il s'en est donné à cœur joie, c'est à sa taille. Alors que celui de gauche, il était bien dans le dos, il est plutôt resté dans le dos, il a un petit peu touché les fesses, mais il n'est pas descendu en dessous. Il y a véritablement des éléments que l'on peut voir aujourd'hui qui, s'ils sont l'œuvre d'un quidam, c'est un quidam génial, qui en plus connaît les techniques d'aujourd'hui. Ici, nous avons aussi, regardez, je vais revenir en arrière, voilà. Allez, on le refait une fois. Philippe, lui, il a fait ça dans son... Il sait faire, hein. Ça se fait automatiquement. Moi, je suis obligé de jouer avec la machine. Il est ingénieur en communication, moi, moins. Vous voyez ces zones, elles sont beaucoup plus foncées à l'intérieur des cercles. Ce sont sans doute des zones de frottement. Il faut savoir que lorsque le Christ emprunte la Via Dolorosa, qui n'est pas celle qu'on vous montre aujourd'hui à Jérusalem, mais enfin voilà, elle fait quand même pas loin de 300 mètres, il doit porter sa croix. On ne porte jamais toute la croix. Personne n'arriverait au bout du chemin avec une croix qui fait plus de 90 kilos, c'est pas possible. On porte le patibulum, c'est-à-dire la partie horizontale, celle sur laquelle les poignets seront cloués. C'est cette partie-là que le supplicié porte sur son dos, c'est cette partie-là qui a sans doute frotté sur le dos pour donner les lésions que l'on y voit. Le sang a été analysé. Il a été analysé par Pierluigi Baima à Bologne, qui est un médecin légiste de l'université de Turin, qui était malheureux. Non, il était un de mes amis, ça c'est pas malheureux. Ce qui est malheureux, c'est qu'il est malheureusement décédé. Il a fait ses études, il a prouvé que le groupe sanguin qui se trouve sur le suaire de Turin est du groupe AB positif. Et puis, on a aussi découvert qu'en dehors de ce sang coagulé, il y a des zones où du sang post-mortem a coulé. C'est du sang qui vient de la plaie au côté droit que je vous ai montré tout à l'heure. C'est effectivement du sang post-mortem. Alors, passons maintenant à des techniques diverses et variées qui nous permettront peut-être d'y voir plus clair quant à l'origine de cette empreinte, de cette trace, de ce que d'aucuns ont appelé un dessin, voire d'autres un coloriage sur le lin. Quand on fait une fluorescence à lumière de Wood, c'est une technique que nous employons régulièrement. L'idée, c'était la suivante. Si, sur le lin, on a déposé un métal chauffé, exemple, un morceau de bronze que l'on aurait sculpté à l'image de ce qui se trouve sur le linceul et que l'on aurait ensuite déposé sur le linceul de façon à faire une trace de brûlure, eh bien, nous aurions une révélation de l'image à l'empreinte de Wood. Ce n'est pas le cas. La lampe de Wood nous montre un flou rosâtre. Et ce flou rosâtre, provient de l'incendie, à tout le moins, qu'il a subi en 1532 dans la chapelle de Chambéry. On fait une fluorescence aux rayons X, et les rayons X, c'est quelque chose de génial. Vous avez déjà tous passé une radiographie, et vous savez que les rayons X sont arrêtés par la densité, c'est-à-dire par les objets denses, ils ne traversent pas. C'est ainsi qu'on visualise les os. Par contre, ils traversent très bien votre poumon, et en jouant sur la densité et l'intensité plutôt de rayonnement X, on arrive à être de plus en plus fin dans l'approche des tissus mous. Ici, ce que l'on a fait en fluorescence, c'est d'examiner l'ensemble du tissu pour voir s'il y avait, à hauteur de l'empreinte, une augmentation de densité. Ça voulait dire quoi, c'est une augmentation de densité? Ça veut dire qu'alors, on aurait pu imaginer que quelque chose avait été déposé pour créer l'image. Peinture,
que sais-je, n'importe quoi, mais que quelque chose avait été déposé, qu'il y avait eu un ajout. Eh bien, on a vu que le poids relatif des différentes régions était variable. Ça veut dire que l'image n'apparaît pas. Ça veut dire que rien n'a été ajouté pour créer cette image. En spectroréflexométrie photoélectrique, un truc qui permet de déceler les pigments, on voit qu'il n'y a pas de pigments. Quand on fait de la spectro, on constate que le jaunissement du lin est différent selon les régions. Quand on fait de la spectro-infrarouge, on distingue bien les zones de taches de sang, mais on ne distingue pas l'empreinte. Bref, quand on pose des bandes adhésives, on va récupérer différents éléments que l'on va pouvoir analyser, notamment les pollens. Bref, cette image, aujourd'hui, pose toujours question. Mais il y a des choses que l'on sait désormais. On sait, grâce à toutes ces techniques, à ces méthodes, qui, dans le monde scientifique, ne sont pas contestées pour ce qu'elles ont apporté. On sait qu'elle doit être vue de loin pour être perceptible, ça je vous l'ai dit, il faut être minimum 3 mètres. On sait que ce n'est pas une peinture parce qu'il n'y a pas de pigment. On sait que ce n'est pas un dessin parce qu'il n'y a pas de contour. Et c'est même très spécial parce que quand vous regardez l'image, vous voyez qu'elle est assez concentrée au centre et puis qu'elle va en diminuant, à tel point qu'on aurait bien de la peine à marquer une ligne précise qui la délimiterait. On sait qu'il n'y a pas de substance étrangère, que ce n'est pas un décalque. La lampe de Wood nous a montré qu'il n'y avait pas eu application d'un métal chaud. Personne n'a noté de direction non plus dans cette image. Et par contre, on a pu démontrer que l'image peut être obtenue par une déshydratation, oxydation acide déshydratante des groupes carbonyles des fibres de lin. Vous n'avez pas compris? Ce n'est pas grave. Oxydation acide, ça veut dire que les fibres de lin sont attaquées, sont touchées par une substance oxydante, comme peut l'être la sueur, qui doit être acide. Or, je vous ai dit que le Christ meurt en acidose respiratoire. Alors, quand on meurt en acidose respiratoire, le pH ne tombe pas à 1, ce n'est pas de l'acide chlorhydrique. Il tombe à 6, 5, par là, c'est déjà franchement très mortem, ça. Mais c'est suffisant. Il faut savoir que la sueur est le reflet, le pH de la sueur est le reflet du pH du sang. Et donc, si notre sang est acide, notre sueur le sera aussi. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de voir dans l'histoire que nous a raconté le père Daller que dès le début, on a pensé que c'était la sueur qui a pu produire cela. Parce qu'aujourd'hui, les scientifiques disent oui, effectivement, la sueur a pu le produire. Oui, effectivement, la sueur peut être à l'origine de l'image. Mais il reste quand même quelque chose. 2 choses, en fait. La première, c'est que la coloration est très faible. Elle est vraiment très peu profonde. Et elle ne transperce pas le tissu. Or, la sueur transperce le tissu. Donc, le lin, c'est très fin. C'est très, très fin. Quelqu'un qui a bien sué, comme c'est le cas du Christ en croix, normalement, il aurait dû transpercer le tissu. Ici, ce n'est pas le cas. C'est quelque chose de très superficiel. Chaque fois qu'on a essayé de reproduire une image en utilisant ce procédé, on obtient une espèce de tache avec une altération des fibres de lin qui correspond parfaitement à celle du linceul d'ailleurs, mais qui n'a pas la beauté de l'image que nous voyons ici sur le linceul. L'image apparaît en 3D, je vous l'ai déjà dit. Et puis, et Philippe en a parlé, et puis surtout, il faut facilement 3 ans pour que l'image apparaisse. Alors en laboratoire, on peut hâter les choses, ce n'est pas un problème. Mais si c'est le linceul du Christ, celui qui s'est emparé du linceul, n'avait pas l'image lorsqu'il s'en est emparé. Elle est apparue plus tard. Retour à Philippe, et puis je reviens. Merci Philippe. Comme on a le même prénom, bien entendu, c'est un peu en confusion, mais enfin voilà. Nous aurions ici, en fait, tout ce que Philippe nous a dit ici est une chose qui est spéciale, et je vais essayer de montrer certains aspects étonnants que l'on a découverts récemment, c'est-à-dire par la science de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. Entre autres, Barry Schwartz, qui est un juif, qui a été celui qui a été le photographe scientifique qui a été appelé par le STURP pour faire des analyses scientifiques en 1978, eh bien, dit la chose suivante, que ça ne pouvait pas être une peinture.
ce juif de Californie venait là uniquement avec ses appareils, et il a dit lui-même, moi, je suis venu là-bas, à Turin, parce qu'on m'avait demandé de faire des photos en UV, en rayon X, en infrarouge, en lumière transmise, etc. Et je pensais qu'après une semaine, je retournerai en Californie, je fais un rapport, et c'est fini, je change de boulot. Et non, il a dit, ça a changé complètement ma vie. C'est lui qui a le site Internet actuellement le plus étoffé, qui s'appelle shroud.com, donc le suaire.com. Alors, la première chose qui l'a vraiment étonné, c'est la lumière transmise. En fait, ce qui est tout à fait étonnant, je vais essayer de vous montrer ici, vous voyez, en éclairage direct, c'est-à-dire par l'avant de l'image, vous voyez effectivement l'image, mais quand vous mettez le spot derrière, vous ne voyez plus l'image. Et ça vient entre autres de ce que justement Philippe nous a dit, que l'image est constituée par une couche très 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 fine, plus fine qu'une bulle de savon, quelques microns. Nous allons voir ça par exemple, si vous prenez un billet de 50 €, tout le monde a déjà connu ce billet, si vous le prenez de face et de dos, vous voyez ici, vous voyez la différence par transmission de lumière. Donc quand vous regardez à travers, devant une vitre par exemple, vous regardez le billet, vous voyez la déesse Europa qui est là. Ce qui est plus étonnant, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler l'hologramme qui se trouve sur Par transparence, on voit de nouveau la déesse, mais quand vous regardez en lumière directe, de face ou de dos, vous voyez des structures avec 50, la valeur du billet. Alors je vous dis ça, c'est une chose importante, parce que dans le fond, on peut appliquer ça sur beaucoup de peintures, d'œuvres d'art. Et on peut voir parfois à l'intérieur... Tu pousses là, t'as un laser. Ah, d'accord. Oui. Attendez, bouton du haut, ici, Pops, tu l'as mis ici. Donc là, le rouge, tu vois. Ah, ça, d'accord, oui, d'accord. Parce qu'on ne le voyait presque pas. Donc, en fait, vous voyez ici, quand on met, vous avez des structures internes, comme par exemple ce filigrane ici, que l'on ne voit pas en lumière externe. Donc, on voit qu'il y a une troisième couche interne au billet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si l'on fait l'analyse en ultraviolet, vous avez également de la fluorescence dont a parlé Philippe, qui permet de voir des endroits où il y a de la lumière qui est émise. Donc on prend de la lumière ultraviolette, on illumine le billet et on voit des luminescences. Alors qu'est-ce qui se passe avec le suaire? Vous voyez ici, par lumière transmise, on ne voit plus l'image, mais on voit les taches de sang et on voit les traces d'incendie. Mais l'image étant tellement fine, on ne la voit pas. Donc c'est l'inverse de ce qu'on voit avec le billet de 50 €, où on voit la déesse Europa par transparence. Ici, on voit l'image, et quand on l'élimine par transmission, on ne la voit plus. Alors, quand Barry Schpertz a vu ça, il a dit « j'ai jamais vu ça ». Aucune œuvre d'art, et c'est un spécialiste de détection des faussaires, il a dit « j'ai jamais vu ça, ça ne peut pas être une peinture, c'est impossible ». Deuxième chose aussi qu'il a vue, par un éclairage en UV direct, l'image disparaît. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette image qui apparaît. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a analysé ce qu'on appelle, ça c'est un article d'il y a 2 ans, les photographies UV qui ont été faites par la fluorescence ultraviolette. Donc c'est-à-dire on illumine en lumière noire, qu'on ne voit pas avec nos yeux, la lumière ultraviolette, et après une lumière due à la fluorescence qui apparaît. Les tubes fluorescents font ça également. On prend de la lumière ultraviolette et ça donne de la fluorescence. Alors cette fluorescence apparaît, mais de façon tout à fait spéciale. Entre autres, l'auteur de l'article, ici Thomas McAvoy, a remarqué qu'il y avait une corrélation entre cette fluorescence, l'intensité de la fluorescence,
et le taux de carbone 14 qui ont été donnés par les mesures de carbone 14 pour dater le tissu. Alors là, c'est une chose qui a été un peu vue comme une bombe dans les 2 ou 3 dernières années au niveau scientifique. Je vais montrer cela un peu plus tard. Donc, ce sont les articles qui ont été parus dans Applied Optics, ici. Ce qui est important, c'est qu'il remarque des propriétés uniques sur la variation de la fluorescence UV, qui est plus intense sur le côté droit, la face dorsale, le centre du corps, et qui a une corrélation de presque 1, donc ça veut dire une corrélation quasi totale, entre la variation spatiale du taux de C14, mesurée dans les échantillons, et donnée aux 3 laboratoires pour la datation. Nous allons voir la datation un peu après. Et donc, ça signifierait qu'il y aurait une contamination du tissu, qui ne donnerait pas un taux de carbone 14 uniforme sur tout le tissu, puisque les images UV montrent qu'il n'y a pas une fluorescence uniforme sur tout le tissu. Maintenant, il faudrait vérifier ça. On ne sait vérifier ça que sur 10 cm, c'est-à-dire l'endroit qui a été pris pour faire la datation du carbone 14 sur le tissu. Mais sur 10 cm, il y a une variation importante, qui est tellement importante que c'est maintenant cela qui remet en question les conclusions du carbone 14 faites en 1989. Donc McAvoy montre ici la corrélation qu'il existe sur l'échantillon, qui a été ici, c'est par Zoom, il faisait une conférence, et donc la variation que vous voyez ici, c'est la corrélation qui existe entre la fluorescence et la datation au carbone 14, les dates que l'on obtient des 3 laboratoires. Je vais vous montrer aussi, ceci je ne vais pas trop en parler, ce sont les histoires de pollen qu'on voit également sur le tissu, l'aragonite travertine qu'on retrouve aussi en dessous des pieds, on retrouve une poussière au niveau des pieds, qui est en fait une poussière qu'on retrouve aussi à Jérusalem, à peu près la même composition, c'est une pierre calcaire extrêmement poreuse qui se trouve dans les tombes. Du temps du Christ, il y avait des tombes qui étaient exploitées, maintenant ce n'est plus le cas, mais il y a encore cette poussière d'aragonite qui se trouve là. On retrouve également des traces de bois de chêne, de particules de myrrhe sur la nuque. Des pollens. L'histoire des pollens est également assez controversée pour le moment. Les pollens les plus importants que l'on retrouve sur le tissu, c'est été analysé par l'Université hébraïque de Jérusalem. Donc ce sont des Juifs qui ont fait cette analyse, mais après une analyse qui avait été faite par Max Frey en Suisse. Et ils reprennent à peu près les mêmes conclusions que Max Frey, avec une donnée scientifique supplémentaire. On retrouve énormément de pollen. Selon Baruch, les professeurs de l'Université de Jérusalem, Avinoam et Danin, on voit ici les plantes qu'ils ont trouvées, qui sont les pollens des plantes qui se trouvent dans la zone de l'Asie mineure et qui ne se trouvent pas à Lirey, Turin ou Chambéry. On retrouve des pollens dessus. Les pollens n'ont été découverts comme étant significatifs d'une plante qu'après l'invention du microscope, c'est-à-dire vers le XVIe, XVIIe siècle. Donc, à l'époque de Lirey, on ne pouvait pas imaginer que les pollens identifieraient des plantes. Donc, c'est-à-dire, le faussaire aurait dû faire quelque chose un peu prédire que l'on allait pouvoir donner ces plantes et découvrir ces plantes. La plante qui, selon eux, est la plus abondante, c'est Gundelia tourneforti, qui ne pousse qu'en Palestine, Turquie, Pakistan, c'est-à-dire dans la zone désertique. Il s'agit en fait un pollen d'une plante qui est un chardon du désert. Des chardons qui se défendent des agressions du désert par des pics et des boules sur les fleurs. Comme vous avez vu la photo tantôt. On retrouve 38 plantes de la zone entre Jérusalem et Édesse, selon eux, 18 plantes entre Édesse et Constantinople, 14 plantes dans la région de Constantinople, 13 plantes dans la région de Lirey à Turin et 16 plantes dans les régions alpines. C'est ce que eux certifient, donc Avinoam Danin et Urobari, Uribahur. Voici une feuille du chardon du désert et le pollen qui correspond. La présentation par Danin ici on voit
la boule de chardon, la boule un petit peu comme les boules de bardane, hein, qui sont très collantes et qui sont un peu comme des velcro comme ça, qui ont des... On retrouve 25 à 50% de ces pollens, selon eux, autour de la tête. Donc ce serait des boules dans la couronne d'épines. On aurait mis à l'intérieur également des boules de chardon, de désert, donc qui ont des pics, des plantes épineuses. Alors, ce qui est intéressant, bon, on retrouve également des inscriptions ou des traces d'inscriptions, ici en grec et en latin, et également peut-être une pièce de monnaie sur les yeux. Je ne vais pas trop parler de ça parce que c'est moins démonstratif à mon avis. Voici ici une des plantes épineuses qui aurait peut-être constitué la couronne d'épines. Voici ici les pollens des différentes plantes, le nombre de pollens qui ont été recueillis, et nous voyons que cette Gundelia tourneforni a pris presque sur 204 pollens qui ont été identifiés sur les 313 qui avaient été trouvés. Il faut savoir que dans les régions désertiques, beaucoup de plantes disparaissent. Et donc, on ne parvient pas à identifier parfois certains pollens. Et puis aussi, il y a une couverture, c'est difficile à identifier. Le problème qui se passe ici, c'est que ça a été mis... Le fait que ce soit Gundelia tourneforti, pratiquement le tiers des pollens qui se trouvent dessus, a été mis en doute par le fait que ce pollen ressemble très fort à un autre type de pollen d'une plante plus universelle, comme nous allons le voir ici. Donc, Marcia Boy, qui est une Espagnole, a dit en 2016 que les pollens qu'elle voit là-dedans, ce n'est pas celle de Gundelia tourneforti, comme le disait l'université hébraïque de Jérusalem, mais celle de Helichrysum, qui est une plante entomophile comme celle-ci, mais qui servait plutôt à... on embaumait les corps avec de l'huile qui était recueillie par pression des fleurs, et donc du pollen aussi, qui allait dans ce... Et donc en embaumant les corps, on pouvait très bien avoir une quantité de pollen très importante dans cela. De toute façon, que ce soit l'hypothèse des Juifs de Jérusalem, enfin de l'université hébraïque, ou de Marcia Boy, qui est une spécialiste justement des pollens, qui les a étudiés, elle, en microscopie électronique, elle dit que la technique d'embaumement, cette technique d'embaumement typique chez les Juifs, a disparu au IIIe siècle. Et donc, ça va contre aussi, dans l'un ou d'autres cas, la datation que le carbone 14 donnait. Je vais te laisser. C'est pas long, tu peux rester. Vous savez à quel point aujourd'hui on aime l'ADN, elle est même devenue, en matière de criminalistique, la reine des preuves. C'est quelque chose qu'on aime bien avoir dans tous les procès où l'on tente d'incriminer quelqu'un ou de démontrer que des faits ont été commis. Eh bien, sur le suaire, effectivement, on trouve de l'ADN et on en trouve même en grande quantité dans les taches de sang et on en trouve également un peu partout sur le suaire. Dans les taches de sang, on peut s'y attendre, forcément, puisque c'est du sang. La question avait été posée, c'est Pierluigi Baima Bolone, de nouveau, qui a répondu, de savoir si c'était du sang humain. C'est la première question qu'on s'est posée. La réponse est clairement, c'est du sang humain. Deuxième question, quel était le groupe sanguin? Et à l'époque, on n'avait que les groupes sanguins et pas encore l'ADN. Eh bien, on a pu démontrer que c'est du groupe sanguin AB+, comme je vous l'ai déjà dit. Et puis, on s'est interrogé sur l'ADN. L'ADN est apparu un peu plus tard. L'ADN est apparu au tournant des années 90. C'est là qu'il a commencé à se développer. La première fois qu'on a utilisé de l'ADN pour identifier quelqu'un, c'était en 87. Et puis aujourd'hui, on a des techniques d'identification qui sont vachement plus développées et qui ont terriblement évolué. Mais on pourrait s'en servir pour identifier, ça c'est clair. Le problème ici du linceul de Turin, c'est que l'ADN est cassé. Il est terriblement cassé. Un ADN, c'est plusieurs milliards de paires de bases. Ici, il est cassé par segments qui sont relativement petits et qui font, grosso modo, 323 paires de bases. En clair, c'est pas très grand. Alors, la tendance, évidemment, puisque aujourd'hui on parle de clonage, et c'est une question qu'on me pose d'habitude en me disant mais il y a de l'ADN sur le suaire, docteur, est-ce qu'on pourrait cloner le personnage qui s'y trouve? La réponse est aujourd'hui non. Et demain?
Allez savoir. Allez savoir. Aujourd'hui, c'est de la science-fiction d'arriver à reconstituer un ADN qui objectivement est tellement cassé. Mais demain, c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Donc, on pourrait très bien estimer un jour ou l'autre que l'on pourrait réobtenir ou obtenir l'ADN qui se trouve sur le suaire de façon complète. Alors, il y a aussi sur le suaire, bien entendu, des ADN d'hommes et de femmes qui sont un peu dispersés sur tout le suaire et forcément, il a été touché, il a été manipulé, il a été présenté. Et il y a plein de gens qui ont tourné autour de ce suaire. Il y a des religieuses Clarisse en 1532 qui l'ont reconstitué après l'incendie de 1532 et déposé sur une toile de Hollande pour assurer sa stabilité. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits dessus, donc il n'est pas anormal, puisqu'ils ont été faits sans précaution, qu'il y ait de l'ADN divers qui soit dessus. Mais celui qui nous intéresse, c'est celui des taches de sang, et celui-là, un jour, peut-être qu'on pourra en faire quelque chose. Faut-il se réjouir? La question reste posée. C'est votre tour. Donc, tout le monde a parlé également du suaire en 3D. Je me suis intéressé à ça quand j'étudiais l'imagerie électronique. Et effectivement, j'ai pu vérifier qu'on peut obtenir une image en 3D. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, simplement. Vous voyez ici une carte dans laquelle le blanc représente le sommet des montagnes, le bleu représente la profondeur des océans ou des cours d'eau. Et vous voyez qu'on peut faire comme un code de couleur sur la 3e dimension. Il suffit de mettre ça dans un ordinateur et on obtient ceci. Donc vous obtenez, quand vous faites ceci, l'ordinateur est capable de calculer un relief à partir de là, comme vous le voyez. Et donc, c'est ce qu'on peut appliquer également au suaire. Mais ici, ce n'est pas un code de couleur, c'est un code d'intensité de brunissement, de roussissure. Et alors, on obtient un relief, comme on peut le montrer, comme ici, par exemple, Giovanni da Burelli a fait. Il a filtré, il obtient ceci comme image. Bon, moi-même, j'ai fait ces images-ci. Si vous louchez un tout petit peu, vous pouvez voir 3 images, et l'image du centre est en 3D. Vous pourriez avoir en 3D si vous louchez un petit peu et vous mettez les 2 images. Enfin, il y a aussi une façon de voir la 3D en faisant un 3D par translation et fondu négatif. Si vous mettez le négatif sur le positif, les deux s'annulent, ça donne une image tout à fait grise, parce que le positif annule le négatif. Par contre, quand vous bougez un petit peu ces deux, vous voyez apparaître quelque chose comme en relief. Donc en bougeant de quelques pixels les 2 images, vous obtenez un 3D apparent. Mais aussi, vous pouvez mettre plus que 2 images. Ici, il n'y a que 2 images, avec une pondération de 1 et moins 1, donc, si on peut dire. Mais si vous mettez plusieurs images, vous avez un filtre qui permet de voir certains détails. Et c'est avec cela qu'on a pu déterminer qu'il y avait des écritures des choses écrites sur le tissu. Donc, on va apparaître certains détails plus que d'autres, grâce à cette technique avec plusieurs images. Ensuite, de l'autre côté, c'est tout à fait étonnant. On a dit que l'image était très superficielle, mais il y a une image de l'autre côté. C'est ça qu'on se demande comment elle a pu se produire. De l'autre côté, il y a également une image beaucoup plus diffuse, mais que l'on voit également. Je vais parler un tout petit peu du carbone 14, qui est en fait un isotope du carbone qui est produit à partir de l'azote. Donc vous avez 3 isotopes importants de carbone dans votre corps. Quand vous mangez de la viande ou n'importe quoi, il y a beaucoup de composants carbonés. Et vous obtenez là-dedans du carbone 12, du carbone 13 et du carbone 14. Le carbone 12 et le carbone 13 sont stables, le carbone 14 est instable, ça veut dire qu'il disparaît. Mais ne vous en faites pas, il ne disparaît pas tellement dans votre vie. Après près de 5600 ans, la moitié du carbone 14 a disparu, alors que le carbone 12 reste. Pour vous dire à peu près la proportion, si vous avez 1000 tonnes de carbone 12, vous avez dedans, à l'heure actuelle, produite par l'atmosphère et le bombardement solaire, environ 1 mg de carbone 14. Ça veut dire un grain de sel de carbone 14 par rapport à 1000 tonnes de carbone 12. Mais ce carbone 14, même s'il est en très petite quantité, il sert à mesurer l'âge d'un tissu, puisqu'après 5600 ans, la moitié de ce carbone 14 a disparu. Donc si vous avez 1 mg maintenant, dans 5600 ans, vous n'aurez plus qu'un demi-milligramme. Et en mesurant ainsi, vous pouvez connaître l'âge du tissu, plus ou moins. À cause de l'activité solaire qui varie, qui produit plus ou moins de carbone 14 à partir de l'azote 14, eh bien, vous avez
la possibilité de mesurer. En fait, la datation carbone 14 a été donnée et donne un âge compris entre 1260 et 1390 pour le tissu. Analyse faite par le British Museum. En 1988, on a pris divers échantillons ici, A, B, C, ici, et cela a été donné à 3 laboratoires, A à Arizona, qui est passé le plus près de l'image ici, B à Zurich et C à Oxford. D a été pris comme une réserve. Et il y a également ici en Belgique le professeur Raas, que j'ai contacté avant sa mort, et qui m'a dit qu'il avait effectivement reçu l'échantillon de Raas, qu'on appelle l'échantillon de Raas, qui est ici, et qui a été utilisé pour analyse textile. Alors lui m'a dit qu'au Vatican, il lui avait demandé de remettre ce tissu, qu'il devait le remettre. Il a envoyé, il n'est jamais arrivé. Il a été intercepté, probablement par le professeur Gove, qui est en fait l'inventeur de la méthode AMS qu'on voit ici, le professeur Gove. Le professeur Gove aurait dans son laboratoire fait des tests et il serait arrivé à des âges très différents, entre 1000 ans d'âge d'un côté et 1800 âges d'un autre, 1800 ans d'un autre. Les 3 autres laboratoires qui ont fait des mesures officielles se donnent ici. Vous voyez une courbe qui apparaît, et Gove n'a pas pu publier ses résultats parce que ça mettrait un discrédit sur sa datation. Gove lui-même maintenant émet l'hypothèse qu'il y a eu une contamination du tissu. Bon, en fait, en tout cas, ce que l'on voit, c'est que les résultats qui ont été publiés par Nature, dans lesquels il y avait un échantillon par chaque laboratoire du suaire, un échantillon d'une tombe numidienne, un échantillon d'une momie égyptienne et un échantillon de la cape de Louis IX de France. Alors, ces échantillons ont donné, si je me souviens bien, la date de cet échantillon-ci aux 3 laboratoires, et les autres, ils devaient deviner l'âge. On connaissait l'âge de la tombe numidienne et de la momie égyptienne, on ne connaissait pas l'âge du suaire. Donc c'est un petit peu un système pour voir à l'aveugle et aussi comparer les 3 laboratoires sans qu'ils puissent eux-mêmes dire quel échantillon est du suaire. C'était un protocole qui avait été établi par le British Museum. On obtient des résultats. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que le résultat pour le suaire de Turin donne un niveau de signification, un niveau significatif de 5%, qui est extrêmement bas, ce qui signifie qu'on a l'impression que les 3 laboratoires ont des mesures qui sont relativement éloignées l'une de l'autre. Ils n'ont pas un âge constant sur le tissu. C'est ce que je disais tantôt, et le professeur Tom McEvoy maintenant est en train de dire que c'est corrélé, cette différence entre les 3 laboratoires est corrélée avec la différence de luminosité que l'on obtient par fluorescence UV. Une chose à vérifier sur tout le tissu, bien entendu. Bon, Rogers a travaillé également là-dedans. Voici maintenant les articles, je vais terminer un peu par tout ça ici, les articles qui sont parus récemment et qui remettent en doute non pas la méthode de datation, mais les interprétations qu'on en a faites par la suite. Donc, ils mesurent bel et bien des taux de carbone 14 différents, mais il y a une critique assez forte qui a été faite par Casabianca, Marinelli et autres sur la remise des résultats. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le British Museum a refusé de donner l'accès aux données brutes, aux mesures brutes, pendant des années. Il y a eu une loi qu'on appelle the Freedom of Information Act en Angleterre, qui impose les personnes qui font des systèmes d'expertise ou autre pareil de pouvoir avoir une contre-expertise, donc de pouvoir donner accès à une contre-expertise. Et c'est ce qui s'est passé. Divers donc, spécialistes de datation carbone 14 ont obligé le British Museum à transmettre les données brutes pour pouvoir refaire les calculs. Ils ont remarqué qu'il y avait des erreurs dans ce que le British Museum avait transmis. Et cela a été paru, entre autres, ici, dans
l'un des articles que je vous ai montré, c'est l'article de Gravinaca. Il faut savoir que cet article, qui est paru dans une revue peer-reviewed, donc qui est en Archaea Metron, je crois que ça s'appelle. Il y en a deux, il y en a une sur The Journal of Archaeology, et celle-ci, c'est l'autre revue. Eh bien, cette chose n'a pas été controversée ni par le British Museum, ni par Arizona, ni par Oxford, ni par Zurich. Tous ont dit OK, ils n'ont pas critiqué cet article. Donc, ce qui veut dire qu'il y a deux problèmes qui apparaissent, c'est que Arizona a fait 8 mesures, mais le British Museum a demandé à Arizona de ne remettre que 4 mesures, de façon à diminuer le poids de ces mesures sur les autres. Oxford a remis 3 mesures, Zurich a remis 5 mesures. Ce qui est publié dans Nature est ceci. Il y a des différences assez importantes. Ici, entre autres, cet élément-là, par exemple, ça, ce sont les mesures qui ont été faites par les laborantins, puisqu'on a eu accès au rapport de laboratoire, et ceci, c'est ce qui a été envoyé au British Museum. Vous voyez qu'il y a 20 ans d'élargissement de l'erreur. Entendu, ça ne change pas l'âge moyen. Ça ne change pas l'âge moyen, mais ça change l'interprétation de la contamination possible du tissu ou non. C'est ça qui changeait exactement. Donc, et s'il y a contamination des tissus sur 10 cm avec une différence aussi importante, on se demande si cette contamination n'a pas été encore plus importante, non plus à 10 cm, mais à 1 mètre de là. Et donc on a l'impression que si la fluorescence que l'on voit est corrélée à cela, à ce moment-là, on a l'impression que la datation donnerait des résultats non fiables pour avoir une datation. C'est-à-dire la mesure de C14 ne sert pas fiable pour la datation puisqu'il y a une variation de taux de C14 sur toute la surface du tissu qui est non uniforme. On voit aussi que les données de Zurich ont été augmentées de 595 à 679 ans ici. Bon, enfin, vous voyez ici, ce sont les données qui sont apparues et qui ont été publiées récemment dans ces revues. La revue Entropy aussi a remis ça également. Bon, je vais passer. Il y a aussi, on a remarqué qu'il y avait des tissus, des traces de coton également dans le lin. Ce n'est pas impossible. Hein. On a également, certains ont dit que la datation est fausse. Bon, il y a eu des gens qui ont parlé beaucoup de ça. Giulio Fanti a fait une datation non liée au carbone 14. En regardant la résistance des tissus, il arrive à une datation qui serait 33 avant Jésus-Christ, plus ou moins 250 ans, beaucoup moins précise que carbone 14. Mais sa méthode est controversée aussi. Elle n'est pas certifiée encore à niveau scientifique. Et puis, il y a eu également lors de l'anniversaire. Donc, Barry Schwertz, c'est le fameux photographe juif dont je vous ai parlé. Donc, voici le site. Il suffit d'aller sur son site. Il a une quantité énorme d'articles sur ce site à propos, et des articles de toutes sortes sur le suaire de Turin. Il a fait une conférence à Rome, à la Via della Conciliazione, un TEDx, qui se trouve sur Internet, qui vaut la peine de voir aussi. Il explique un petit peu comment ça a changé complètement sa vision, non seulement du Christ, mais aussi la vision du suaire qu'il avait. Alors, on a également un musée du suaire de Turin qui est apparu également pendant l'année 21 lors du Covid. Bon, je ne vais pas passer ça. Il y a quelques articles qui essaient d'expliquer également si le Christ était en train de ressusciter lorsque l'image s'est produite. Bon, ce sont des hypothèses, tout cela, que certains scientifiques pourtant avancent. Conclusion. Nous allons conclure ici. Eh bien, donc, il y a eu toutes ces choses dont on vous a parlé, qui sont tout à fait étonnantes. Et c'est pour moi un signe, tout cela. Il y a comme un signe, il y a un Caravaggio ici, où on a mis dedans le doigt de Judas, mais pas sur le Christ, mais pas dans le côté du Christ, mais on a remplacé le Christ par le suaire. Donc, c'est un signe, parce que pour moi,
ce n'est pas plus que... Ce n'est pas vraiment un miracle. On voit quelque chose de physique, là, on ne voit pas quelque chose d'extraordinaire. Ça ne va pas hors des lois de la nature, tout cela. Non, ou ce n'est pas au-dessus des lois de la nature. Simplement, on ne parvient pas à le reproduire. Et on voit que ce suaire, dans l'Évangile, est la première manifestation pour les apôtres de la résurrection du Christ, puisque Saint Jean court avec Pierre au tombeau, et qu'est-ce qu'il voit? Le suaire. Et en voyant le suaire, Pierre a encore des doutes, mais Jean pas. Il dit, c'est pas possible que le suaire soit resté comme ça. Et avec cette position, on aurait pris le suaire avec le corps, celui, si quelqu'un l'avait volé. Et pourquoi voler un cadavre? C'est tout un problème, voyez. Une autre chose aussi que le Christ a dit à un moment donné, il sera donné à cette génération que le signe de Jonas, qui demandait un signe au Seigneur. Le signe de Jonas, c'est justement le signe de la mort et de la résurrection. Et donc c'est un peu, ça fait penser également à ça. Certains ont émis que le suaire serait comme un signe. Alors conclusion, c'est un signe qui est faible, qui n'est pas nécessaire pour le salut, où il y a une incertitude sur le lieu et la date de l'origine de l'image, mais on voit là-bas aussi la faiblesse, l'humilité et le silence de Dieu aussi face à la mort, la faiblesse de l'homme, un signe qui est gênant peut-être pour certains incroyants qui veulent le dénigrer ou l'attaquer. Certains y voient une fraude diabolique, mais on se demande comment un chrétien aurait pu, parce que voilà, la plupart des personnes disent qu'il faut avoir crucifié quelqu'un pour faire ce faux. Quel chrétien qui voudrait défendre le christianisme crucifierait quelqu'un ainsi et le torturerait pour faire un faux comme cela? On se demande un petit peu, il faut aussi une logique, disons, par rapport à la foi, qui est un peu contradictoire et incohérente ici par rapport au faussaire. Et celui qui y croit y voit un signe de la mort et de la résurrection, mais c'est un signe qui est suffisamment expressif pour le croyant, en tout cas, parce que tout le monde le prend comme une image de la passion. Et c'est ce que Jean-Paul II dit ici, Saint Jean-Paul II, en regardant en 1998 ce tissu, dit « Il voilà un miroir de l'Évangile, le reflet de la souffrance et de l'impuissance humaine, l'image de l'amour de Dieu au-delà du péché de l'homme, l'image de l'impuissance et de l'abandon de l'homme, l'image du silence de la mort et de Dieu, le triomphe de l'éphémère sur la mort et l'impuissance, et aussi une sorte de victoire sur tout désespoir si ce linceul est vrai. Parce que, bien entendu, ça change tout, s'il est authentique. Et le pape François a visité aussi, le 21 juin 2015, le suaire. On le voit ici en train de mettre sa main là vers le suaire. Voilà, nous pouvons conclure finalement avec cette parole que tu pourrais lire. Oui, c'est une parole que j'ai choisie en fait pour mes étudiants, parce qu'en fait, ce que vous voyez là, c'est un cours que je donne à mes étudiants en criminologie pour leur expliquer la difficulté qu'il y a parfois dans la vie d'un scientifique à rester à l'écart de tout acte de foi. C'est ce que Georges Lemaître, qui est l'inventeur de la théorie du Big Bang et qui était prêtre, disait, c'est que quand on fait de la science, il faut laisser sa foi au vestiaire. Quand on fait du travail comme j'en fais, il faut laisser ce que l'on croit aussi au vestiaire pour découvrir ce qu'il y a à découvrir sur une scène de crime, par exemple. Ne pas croire, mais découvrir. Ne pas imaginer, mais découvrir. Aller à la recherche des traces et des indices. Alors, vous avez vu aujourd'hui une conférence où c'est ce que nous avons tenté de faire. Philippe avec sa foi, moi avec ma pas foi, forcément. Nous avons montré qu'en fait, un homme a été tué, si ce n'est pas le Christ, de la même manière que lui. Il était couché dans ce linceul. Ce ne peut pas être un faux du Moyen-Âge. Un faux n'aurait jamais été réalisé de cette manière, et ça, c'est quelque chose de strictement objectif que je vous dis. Il y a des gens qui se sont élevés en disant « Oui, mais enfin, le visage devrait être plus épaté. » Vous savez, comme le visage du masque d'or d'Agamemnon. On l'a défait de sa tête et puis on l'a écarté. Et forcément, on voit les oreilles qui sont dans le même plan que le nez. Ça fait quand même une drôle d'impression. Ici, on ne voit pas les oreilles. C'est quand même étonnant qu'on ne voit pas les oreilles. Non, c'est normal. Quelqu'un qui a les cheveux pleins de sang, quand je le couche sur ma table d'autopsie, les cheveux restent pleins de sang, ils restent tout raides. Les oreilles sont cachées. Si je veux récupérer la vision des oreilles, je dois lui laver les cheveux,
parce qu'à ce moment-là, le sang se délite, il s'en va, il ne sèche plus, il est mouillé, donc il part. Et je retrouve les oreilles. Oui, mais c'est quand même pas normal, on ne voit pas ces organes génitaux. C'est vrai, on ne les voit pas. Alors certains disent, oui, mais c'est parce qu'on a mis des petits cubes de bois en dessous des coudes, comme ça les coudes sont plus hauts et on peut arriver à mettre les mains à cet endroit-là. Ne le faites pas maintenant, faites-le chez vous ce soir, pensez à moi. Essayez de mettre vos mains plutôt pour cacher vos organes génitaux externes, eh bien vous n'y arriverez pas, ou alors vous avez des grands bras. En clair, vous êtes pathologique. Mais ici, il n'est pas pathologique, il a des bras suffisamment longs. Mais quand on est sur une croix, avec les bras tirés vers l'arrière, qu'on tire sans cesse sur les bras pour respirer, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Vous savez, les capsules articulaires des humérus, ici, elles sont fragiles. Et quand vous tirez vers l'avant, vous risquez de la péter. L'épaule sort, elle se déboîte, c'est une luxation antérieure de l'épaule. C'est ce qui arrive régulièrement sur les croix. Et là, vous atteignez les organes génitaux externes. Il n'y a pas besoin de mettre de petits bouts de bois, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. La tête est bien droite, les genoux sont bien fléchis, et vu les lésions, ce qui correspond à la façon de mourir en acidose respiratoire, comme je vous l'ai décrit, et surtout, la plaie au côté ne peut pas avoir été causée chez quelqu'un de vivant, ou alors, s'il était causé chez quelqu'un de vivant, il en est mort. D'autre part, et je termine, le corps n'est pas resté longtemps à l'intérieur du linceul si l'on aurait putréfié, et on n'a aucun signe de putréfaction. Alors la phrase que j'aime, la voici, elle n'est pas de moi. D'habitude, on ne voit pas que c'est Jean-Paul II en dessous, 1998. Là, maintenant, vous avez la solution, évidemment, mais au départ, je laisse un peu les étudiants penser que ça pourrait être de moi, ça me fait plaisir. Le suaire est une provocation pour l'intelligence. Nous en avons fait aujourd'hui la démonstration devant vous. L'Église exhorte à affronter l'étude du Saint-Suaire sans position préconçue qui tiendrait pour sûr des résultats qui ne le sont pas. Elle invite les chercheurs à agir dans la liberté intérieure et dans le respect attentionné, tant de la méthodologie scientifique que de la sensibilité des croyants. Et j'espère, Philippe et moi, que c'est ce que nous avons fait aujourd'hui pour vous. Et là-dessus, nous vous remercions.